Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être là pour cette quatrième séance de l'année qui a pour thème quelque chose autour de l'innovation et de la sobriété. Et ce soir, je vais parler avec vous d'un titre, d'un sujet qui est Tempérance et système capitaliste, tentative de déconstruction de l'innovation pour un nouveau contrat social. Alors je pense que ce sera aussi long et compliqué que le titre, n'ayant pas vraiment réussi à m'en sortir. Donc j'espère ne pas trop vous assommer. Je ne me suis pas assommé moi-même en l'écrivant et en le relisant, mais parfois je trouvais que j'allais peut-être un peu loin. Donc j'espère faire en sorte que ce soir on ait à la fois évidemment le temps de la discussion et le temps de l'échange, et que j'ai aussi votre tolérance. Vous verrez que dans la première partie, je vais d'abord rappeler ce qu'on a fait la fois précédente, mais vous verrez que dans la première partie, j'essaye de positionner ou d'ancrer plus exactement l'innovation dans le système capitaliste. Je l'avais déjà fait la première année lorsque j'avais parlé d'une sorte d'historiographie de l'innovation, avec notamment Schumpeter, mais je vais le refaire de manière un peu plus large ce soir parce que je ne l'avais pas abordé. Et il me semble important dans ce grand séminaire de 6 ans d'avoir un moment où je m'interroge avec vous sur le capitalisme. Rapidement, la fois précédente, on s'était arrêté sur la question de la technologie et la sobriété avec ce titre, L'avenir d'une illusion. Donc rapidement, on avait abordé le paradoxe d'une société qui s'en remet à la technologie pour résoudre les problèmes qu'elle a engendrés, qui est appelé le technosolutionnisme. Cependant, chaque solution engendre de nouvelles externalités, des conséquences toujours inattendues, qui aggravent parfois la situation initiale, et on avait pris plusieurs exemples la fois précédente pour cela. Ensuite, j'avais développé plusieurs concepts autour de cette notion, avec l'importance du discernement technologique, quelqu'un comme Philippe Bouyx, dans l'idée de réfléchir aux véritables conséquences des innovations, qui critiquent une rationalité purement technique. On avait également regardé la notion de raison instrumentale. Ici, on avait convoqué plutôt Adorno et Horkheimer. Et puis, le concept avec Derrida de pharmacone, qui était là pour souligner cette ambivalence des technologies, à la fois remède et poison, comme nous le dit le terme grec. Et enfin, on avait regardé également cet aspect de l'avenir d'une illusion. C'est pour ça que j'avais dit la technologie, l'avenir d'une illusion, en référence à Freud, dans lequel l'innovation devenant une religion moderne qui apaise nos peurs sans pour autant répondre à nos problèmes de fond. Et vous verrez que ce soir, on creusera un tout petit peu cette dimension. Et dans cette perspective, la fois précédente, nous nous sommes demandé si notre dépendance à la technologie n'est pas le signe d'une aliénation à la peur. Plutôt que de chercher à se détacher de nos peurs, la société semble nous enfermer dans un cercle vicieux d'innovation qui, sous couvert de progrès, accentue finalement nos anxiétés. Et en permanence, on se nourrit de nos peurs, on cherche une solution à nos peurs et l'on continue en permanence. Et on avait conclu en disant que l'innovation est peut-être donc l'avenir d'une illusion, au même titre que pour Freud, la religion était l'avenir d'une illusion, par son caractère intrinsèque d'incertitude, même si cela n'empêche pas bon nombre d'y croire à l'innovation, au même titre que l'on peut croire en Dieu. L'innovation est l'avenir d'une illusion aussi, parce qu'elle porte toujours en elle une réponse approximative, prometteuse, avec des technosolutions. Cette illusion semble être par un manque de discernement, incapacité à vivre selon le bien en visant toujours un mieux. Je répète cet élément-là qui était important la dernière fois, une incapacité à vivre selon le bien en visant un mieux. On s'était appuyé sur Platon pour cela. La peur dont l'innovateur est le premier malade, c'est cette innovation permanente qu'il faudrait toujours avoir et maintenir. Et la difficulté, avions-nous dit alors, est que son environnement semble maintenir dans cet état-là. C'est-à-dire que l'environnement de l'innovateur, l'environnement de l'innovation, nous maintient toujours dans ce même état d'un environnement capitaliste, qui n'aide en rien à la possibilité d'une déconstruction de l'innovation, puisque elle baigne l'innovation toujours dans un environnement, dans un terreau, dans un milieu, dans un écosystème qui ne fait que nourrir cela. Et c'est pourquoi je cherche ce soir avec vous, à regarder dans quelle mesure on peut aborder cette question du capitalisme et regarder si ça peut marcher ou pas
avec des notions de prudence, de tempérance, de sobriété, tel que le thème nous engage à le faire ce soir. Et donc pour ça, je propose donc de partager les conditions dans lesquelles l'innovation prend pied. Alors, comme je l'ai dit en préambule, lors de notre première année, on avait fait une historiographie de l'innovation rappelant les développements grecs, vous vous souvenez, la kénotomia, rappelant ces développements latins, innovo, et nous avions souligné un ancrage contemporain dans l'économie. Et puis nous n'avions pas été beaucoup plus loin que cela, même si nous avions évidemment cité celui qui va d'une certaine manière définir cela. À partir de ce moment, innovation, c'est-à-dire globalement, on est 1911, de 1911 à 1937, la théorie du développement économique chez Schumpeter, le lien entre capitalisme et innovation est toujours en permanence lié l'un l'autre. Les deux termes se lient. Les deux actions se lient l'un l'autre de manière tenace et sera donc à l'origine des mots que l'on a déjà évoqués, les mots sur l'environnement, les mots sur l'humain, les mots sur le politique. Cette dimension entre innovation et capitalisme va être liée, comme je le dis, directement avec Schumpeter dans la théorie du développement économique. Je cite ici Schumpeter. « L'innovation, c'est l'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste. Celle-ci est imprimée par les nouveaux objets de communication, de consommation, les méthodes de production, de transport, les nouveaux marchés, les nouveaux types d'organisation industrielle, tous les éléments créés par l'initiative capitaliste. » Je continue la citation. « L'histoire de l'équipement productif d'énergie ne diffère pas, depuis la roue hydraulique jusqu'à la turbine moderne ou l'histoire des transports, depuis la diligence jusqu'à l'avion. L'ouverture de nouveaux marchés nationaux, extérieurs, le développement des outils de production depuis l'artisanat à la manufacture aux grandes fusions telles que l'US Steel constituent d'autres exemples du même processus de mutation industrielle qui révolutionne incessamment de l'intérieur la structure économique. Ce processus de destruction créatrice, puisqu'il va dire qu'en détruisant continuellement ces éléments vieillis et créant continuellement des éléments neufs, il y aura donc une destruction créatrice, c'est le principe de Schumpeter, qui constitue la donnée fondamentale du capitalisme. C'est en elle, et je termine la citation, c'est en elle que consiste en dernière analyse le capitalisme et toute entreprise capitaliste doit, bon gré mal gré, s'y adapter. Donc nous avons en 20 lignes le lien qui va plus jamais se séparer, peut-être qu'on le séparera un jour ou plus tard ou autrement, on peut l'évaluer tel quel, mais dans lequel innovation et capitalisme vont être complètement liés, avec Schumpeter, avec une vingtaine de phrases. Ce lien-là est évident compte tenu du système économique dans lequel Schumpeter ancre l'innovation. Ce qui, nous l'avons pourtant dit et vu quand on regarde l'histoire de l'innovation qu'on avait déjà fait, n'est pas forcément une évidence. C'est lui qui va associer ça de cette manière-là, qui va ensuite faire en sorte que les organisations économiques l'utilisent, mais ce n'est pas forcément une évidence. Je rappelle, la kénotomia grecque ne naît pas nécessairement avec un système économique. Et puis l'ensemble des développements, Francis Bacon, l'ensemble des questions juridiques, tout ça n'est pas dans un élément économique, quand bien même on utilise la notion d'innovation. N'empêche que nous sommes au XXe siècle. Au XXe siècle, Schumpeter le lit de cette manière-là, et ça va durer pendant au moins un siècle. L'innovation et le capitalisme au XXe siècle se stimulent en permanence l'un l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder comment ils se stimulent. Comment le capitalisme et l'innovation vont être l'un et l'autre liés. Pour ça, je me permets de revenir un tout petit peu sur comment le système capitalisme va naître. Alors l'économie, dans l'Europe médiévale, dominée par le système féodal, on est au Xe au XVe siècle à peu près, Max Weber va souligner l'importance des premiers changements économiques à partir du XIIe siècle. Donc on est plutôt vers la fin de l'époque féodale. Avec à ce moment-là l'essor du commerce, des voiles telles que la roue de la soie et les grandes foires commerciales comme celle de Champagne, qui favorisa la montée d'une nouvelle classe de marchands et d'artisans. On va avoir de premiers commerçants, premiers entrepreneurs ici, si l'on peut dire. Va émerger ensuite les premières innovations bancaires. On appelle évidemment a posteriori innovations bancaires, mais italiennes du XIVe siècle, qui furent alors essentielles
et furent alors les premiers instruments financiers avec les lettres de change, les assurances, et d'une certaine manière ici, on va avoir la base du capitalisme marchand, c'est-à-dire l'échange d'argent ou la possibilité d'un usage d'échange marchand à travers une assurance, à travers une bancarisation induite. On va avoir des premières bases qui vont permettre justement de constituer un capitalisme. La réforme protestante fut une étape déterminante dans la formation de l'esprit capitaliste selon Max Weber. Il montre, cela a parfois été remis en cause, parfois cela a pu être critiqué, mais je lis ici parce que ce propos-là va nous aider ensuite et il n'est pas déterminant pour constituer le lien avec l'innovation. Max Weber, à ce moment-là, montre que les doctrines calvinistes et les doctrines sur la prédestination et l'ascétisme vont encourager une éthique de travail rigoureuse, avec une valorisation de l'épargne. C'est-à-dire qu'on va ancrer non seulement capitalisme et innovation, mais le capitalisme va s'ancrer avec un lien avec la religion, en l'occurrence les doctrines calvinistes et les doctrines ensuite, évidemment, protestantes. Ce modèle, concentré dans des régions à forte influence protestante, l'Europe du Nord, contribue à créer un environnement favorable au capitalisme. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je vais avoir, je mets des guillemets, le droit d'activer un certain nombre de capital ou de gagner un certain nombre de capital. Il n'y aura pas une sorte de condamnation ou de péché derrière cette dimension-là. Donc, un environnement favorable aux religieux qui permet ce développement. On souligne un développement d'une discipline religieuse qui s'allie à une éthique économique orientée vers, comme je viens de le dire, la réussite économique, l'accumulation possible de richesses. Cela tient aussi à un développement états-unien, protestantisme états-unien, où il se tient une volonté d'appliquer la religion, mais dans le même temps, d'avoir des actions entrepreneuriales qui induisent nécessairement la génération d'innovation et de profit. C'est tout simplement les premiers entrepreneurs, les premiers innovateurs, les premiers commerçants qui vont se développer de l'Est américain jusqu'à l'Ouest américain. On avance dans le temps, au XVIIIe, avec celui qui est considéré comme le père du capitalisme, Adam Smith, dans La richesse des nations, qui, lui, va être souvent associé aux premières théories économiques libérales. On pense évidemment à l'idée de la main invisible, cette main invisible par laquelle les actions individuelles, motivées par l'intérêt personnel, produisent des effets bénéfiques sociaux, collectifs. Ici, il faut avoir en tête qu'Adam Smith s'inspire, ce n'est pas simplement l'économiste qui sort de nulle part cette main invisible. Adam Smith est avant tout influencé par Hume, dans les travaux en économie morale, l'influence, mais également John Locke. John Locke, dans 2 traités du gouvernement, qui établit la propriété privée comme un droit naturel dérivant du travail. Autrement dit, et j'ai conscience de la rapidité et de la partie rapide et brève de ce que je suis en train de faire, mais simplement je suis en train d'essayer de montrer quel est le terreau du capitalisme, et ce n'est pas simplement le capitalisme tel qu'on l'entend aujourd'hui. Un terreau naît avec la question de la propriété, avec des questions philosophiques, avec des questions religieuses, avec des questions qui nécessitent une sorte de nécessité d'argent lorsque l'on regarde les premiers traités de bancarisation. Selon Locke, cette conception de la propriété privée, est essentielle à la liberté humaine et la dignité individuelle. Et ici, vous avez à la fois une justification religieuse. Vous pouvez avoir la possibilité de gagner de l'argent et l'ascétisme qui est donné n'est pas forcément sans lien avec cela, mais vous avez une justification philosophique pour l'individualisme économique. Autrement dit, si je crée mon entreprise, c'est parce que je suis libre. Je ne peux pas assumer une liberté si je ne suis pas capable de créer une organisation, d'une certaine manière, quelle que soit sa taille en tant que telle. Donc vous avez une justification philosophique, vous avez une justification religieuse. Et cela sous-tend, encore une fois, le capitalisme. Là, on a finalement un bon terreau, si je puis dire, je mets des guillemets à bon, mais pour former le terrain du capitalisme qui va permettre des innovations. Finalement, j'ai toujours de bonnes raisons. Je peux avoir une raison philosophique, je peux avoir une raison religieuse, je peux avoir une raison de survie également. Ça permet les innovations, la concurrence, la liberté individuelle d'entreprendre
Tout ça va être constitutif de la montée en puissance, forcément de l'innovation. C'est toutefois bien la révolution industrielle. Alors la révolution industrielle, si on la reformulait, cette révolution industrielle, on pourrait dire révolution innovation en tant que telle, puisque ce n'est que des innovations qui vont permettre des développements, des organisations, des industries, qui vont finalement transformer le capitalisme naissant du 19e siècle, marquant le passage d'une économie plutôt agraire à une économie industrielle. Je pense ici aux travaux de Polanyi dans la grande transformation en 1944 où il avait montré ça. La concentration de la production dans les usines introduisit des conditions de travail difficiles, des rapports de classe inédits. Et là, on va voir évidemment l'émergence de critiques, les premières, que je noterai un peu plus tard, mais celle de Marx, évidemment, en 1967 avec le Capital, Engels avec Marx, évidemment, dans le manifeste du Parti communiste, où là est déjà dénoncée la dynamique d'exploitation inhérente au capitalisme industriel, à partir, évidemment, de l'exploitation de l'individu, prédisant un conflit de classe entre prolétariat et bourgeoisie en fonction de qui va posséder l'outil de production. Le XXe siècle voit l'émergence du néolibéralisme. Et ici, il y a un troisième facteur qui va arriver, après la religion, après la philosophie, va être la question du rôle de l'État et son intervention, notamment dans la déréglementation des marchés, qui va encore plus promouvoir le développement de l'innovation. On pense évidemment aux travaux de Friedrich Hayek, The Road to Serfdom, Milton Friedman, évidemment, Capitalism and Freedom, qui sont les figures fondamentales de ce nouveau capitalisme qui va arriver. On est dans les années 60, figure majeure du courant néolibéral, et ils défendent l'idée que le meilleur marché possible, le meilleur mécanisme possible, ça va supplanter les déficits ou les problématiques ou les inefficacités de l'État. On est dans les années 60. Ce néolibéralisme-là va influencer dans les années 60, les années 80, avec des personnages que l'on entend un peu plus, qui vont être Ronald Reagan par exemple, qui vont être Margaret Thatcher par exemple, qui vont être finalement non pas le thatcherisme en tant que tel qui va sortir d'une théorie de nulle part, vous comprenez bien, ces influences-là qui vont effectivement créer cette possibilité. Alors, les premières critiques de Marx dans les années 1860 existent, mais plus récemment, au XXIe siècle, ça va être de plus en plus important. Je pense récemment à Piketty dans Le Capital du XXIe siècle, où il montre que le capitalisme aggrave les disparités économiques. Et là, si vous voulez, il y a une sorte de subjectivation du capitalisme. Subjectivation du capitalisme, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément regarder la raison de pourquoi le capitalisme est, bien sûr qu'il le fait, il n'empêche que, est-ce que ça veut dire qu'on enlève les libertés individuelles? Est-ce que ça veut dire qu'on enlève les questions de croyance? Est-ce que ça veut dire qu'on enlève l'ensemble des éléments qui ont constitué le capitalisme en tant que tel? Naomi Klein, This Changes Everything, qui est un des ouvrages majeurs également de la critique du capitalisme en 2014, qui va critiquer l'incompatibilité du modèle de croissance capitaliste avec les impératifs, évidemment, capitalistes. Je pense encore à Jason Moore, qui est un Capitalism and the Web of Life, qui va introduire cette notion de capitalocène pour démonter ou démontrer comment le capitalisme a entraîné les bouleversements écologiques majeurs en exploitation des ressources naturelles. Tout ça, on l'avait vu, même si derrière le mot capitalisme, il n'y a rien, je vais l'expliquer un peu plus tard. Le capitalisme n'est fondé qu'à partir d'innovation. C'est l'innovation qui va générer quelque chose. Il s'avère que le capitalisme est un endroit ou un terreau qui va en tant que tel favoriser l'innovation. En favorisant l'innovation, ils vont développer avec des conséquences. Mais ce n'est pas le capitalisme en tant que tel. Le premier facteur, c'est l'innovation. Dernière petite critique avant de conclure ce premier point, quelque chose qui est intéressant comme une critique relativement peu connue du capitalisme, qui est celle de Walter Benjamin. Alors, c'est un tout petit article, c'est un tout petit extrait. Le livre en tant que tel qui a été publié reprend un certain nombre d'articles dessus, mais c'est que quelques pages de Walter Benjamin, et il nomme ça, c'est
c'est pour ça que je faisais référence à cela dans mon introduction tout à l'heure, il appelle ça le capitalisme comme religion. Car son propos, évidemment, est intéressant pour nous, parce que ça résonne avec ce que l'on avait dit à la fois précédente, mais également comme on pourrait entendre quelle technologie ou quelle innovation devient finalement une illusion, c'est-à-dire aussi comme la religion, je fais référence à Freud, mais là, Walter Benjamin dit, en fait, le capitalisme est une religion aujourd'hui. Il dit que le capitalisme, cela ne bouleverse pas, mais au contraire, renforce évidemment l'ensemble des systèmes qui sont les uns avec les autres, et pour ça, il dit, je cite ici Walter Benjamin, le capitalisme sert à l'apaisement des mêmes soucis, souffrances, inquiétudes que pouvaient le faire autrefois les religions. Pour ça, Walter Benjamin détermine 4 caractéristiques. Je vais juste les citer sans rentrer dans le détail. La première chose, c'est que le capitalisme est une religion cultuelle, pas de dogme, pas de théologie, mais c'est une question de culte qui néanmoins est présent, avec quelque chose de sous-jacent. On ne sait pas véritablement qui critiquer dans ce culte-là, puisque c'est une religion en tant que pratique et en tant que diffusion, mais vous n'avez pas le livre du capitalisme en tant que tel. Deuxième élément, la durée du culte est permanente, nous dit Benjamin. Jamais d'arrêt, aucun jour de repos, aucune pause. Et ça, en cela, ça se différencie d'une religion classique. Typiquement le christianisme, c'est pareil dans le judaïsme, par exemple. Là, il n'y a pas de pause. Le capitalisme, c'est en permanence. Troisième élément, pour Walter Benjamin, le culte du capitalisme est culpabilisant. C'est-à-dire qu'il nous faut y participer. Si on ne participe pas à cela, alors nous ne sommes pas considérés dans un groupe. Enfin, il dit que, c'est un peu énigmatique, c'est très court, son article est très court, le Dieu doit être caché. Le Dieu du capitalisme doit être caché. Alors ça, c'est intéressant. On a plein évidemment d'hypothèses que l'on pourrait formuler, mais son Dieu est caché, ça veut dire que cela va se cacher derrière des marques, derrière des entreprises, derrière des organisations. C'est-à-dire que le Dieu du capitalisme, on n'a pas de figure de lui, on a une dévotion vis-à-vis de lui, on l'entretient comme un culte, et pourtant, on ne sait pas qui il est. Et on ne peut pas se réfugier ou critiquer un livre en tant que tel. Et à ce titre-là, il est une religion omniprésente, mais sans pouvoir ou sans avoir la facilité de critiquer en tant que tel. Pour conclure cette première partie, je voudrais néanmoins convoquer rapidement Fernand Braudel. Parce que Fernand Braudel, là, j'ai parlé, si vous voulez, l'histoire un peu classique, rapidement, hein, parce que je vais m'en servir un peu plus loin ce soir avec vous, mais l'histoire classique, c'est voilà, la question des structures féodales qui sont déstabilisées. Les structures féodales déstabilisées vont nous donner ce que je vous ai expliqué. Mais Fernand Braudel parle d'un capitalisme primitif qui existe dans les sociétés pré-féodales, ou parfois dit proto-capitalisme dans l'Antiquité, avec des pratiques où il y a déjà, à ce moment-là, des accumulations de capital. C'est les civilisations mésopotamiennes, égyptiennes, grecques ou romaines, le code évidemment d'Hammurabi qui régule des pratiques commerciales avancées, telles que les prêts, tels que les contrats. Autre chose, les latifundia, les grandes propriétés agricoles, qui fonctionnaient également avec des logiques d'accumulation de profits, avec une main-d'œuvre qui repose sur l'esclavage. On a du commerce international chez les Phéniciens, avec une utilisation de monnaie. Nous avons la spéculation et les prêts, l'Empire romain, la Grèce antique. Nous avons la division du travail dans les ateliers manufacturiers, bien avant Adam Smith ou Ricardo. Cependant, si elles ne sont pas généralement citées comme l'histoire du capitalisme, c'est parce que ces pratiques étaient limitées par des cadres sociaux, non dominés par l'argent en tant que tel ou l'échange marchand, mais dominés plutôt par des économies agraires, esclavagisme institutionnalisé, structure tribale. Et c'est pourquoi, pour Marx, il est clair que le capitalisme est un mode de production qui est historiquement spécifique, qui ne pouvait exister avant les structures féodales et leur déstabilisation. Pour Marx, les relations sociales sous-jacentes
relatives à l'esclavage antique ou au servage médiéval sont fondamentalement incompatibles avec un système capitaliste, puisqu'il n'y a pas la relation marchande notamment. Cela étant dit, et c'est très important pour nous, on ne peut pas néanmoins exclure une forme historique de présence de comportements ancestraux où les notions de profit, d'accumulation de richesse semblent intrinsèques à la nature de l'homme. Pourquoi je précise ça? C'est parce qu'aujourd'hui, quand on critique le capitalisme, c'est très exactement ce que l'on va critiquer. On ne va pas avoir la critique marxiste que l'on pourrait imaginer. On va dire le capitalisme, c'est la notion de profit, c'est l'accumulation de richesse, qui est pourtant effectivement une culture, si l'on peut dire comme ça, ou une tradition, ou une forme de nécessité liée à la nature de l'homme, qui est bien avant les systèmes féodaux. Cette brève perspective de l'histoire chronologique du capitalisme montre encore une fois que tout ça est toujours dépendant de l'innovation dans l'époque moderne. C'est-à-dire que chaque système capitaliste est encouragé par un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle organisation, un nouveau procédé tel qu'on peut l'imaginer. Et cela est d'autant plus naturel que se résolvent, grâce à l'innovation, un grand nombre de difficultés qui, je le dis un peu vite, arrangent tout le monde. La première est que, d'un point de vue macroéconomique, l'innovation va permettre la croissance, la création d'emplois et indirectement une forme de paix. Autrement dit, l'innovation va nous occuper, que ce soit par la recherche, l'accumulation de biens, la recherche du pouvoir économique à la place du pouvoir politique, c'est-à-dire qu'on a bien intérêt à ce que les individus s'occupent de leur entreprise, de leurs travaux, de leur développement, plutôt que de venir m'embêter sur mon gouvernement en tant que tel. Évidemment, il y a une petite limite à cela. Et cette petite limite à cela, c'est ce qui se passe dans un système, je qualifie ici un peu vite pour l'instant, d'ultra-capitaliste. Je pense notamment à Donald Trump ou Elon Musk, qui sont avant tout des entrepreneurs qui se sont appuyés sur de l'innovation et qui ensuite vont faire très exactement ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire face à une sorte d'inefficacité de l'État, je pense à John Locke, je pense à Hume, eh bien vont s'engouffrer dans ce système-là à partir de ce qu'ils ont réussi à faire comme organisation. Alors vous pouvez dire il y a un État qui peut me protéger vis-à-vis de ça, ou alors pas du tout, comme les États-Unis. Et là, on a une relation, une fusion, si l'on peut dire, entre le monde innovant et le monde du gouvernement. La question macroéconomique qui peut résoudre tous les problèmes, globalement, je suis un gouvernement, je fais en sorte qu'il y ait l'innovation, ça me donne le plein emploi, ça me donne une sorte de stabilité et de paix, eh bien là, ça ne fonctionne plus avec, évidemment, des personnes qui vont rentrer du système économique. L'innovation est également plébiscitée d'un point de vue microéconomique. Car l'innovation, quelle qu'elle soit, on peut y penser à chaque fois qu'on est face à une innovation, elle apporte simplicité et confort. Simplicité et confort, toute innovation est portée systématiquement par un ajout, un apport de confort ou de simplicité également. Et donc, elle est proposée comme telle à toute la population, que ça concerne le loisir, les transports, l'alimentation, les vêtements. Autrement dit, avec l'innovation, il y en a pour tous. Et donc, il y a une sorte de paix sociale permanente qui est visée à travers l'innovation, tant de la part des gouvernants que des gouvernés. Ainsi, ce qui permet la stabilité, c'est l'innovation. C'est une stabilité avec une continuité, bien sûr, puisque la continuité et le changement, ça va être la production de nouvelles innovations. On a une croissance économique, une stabilité dans une continuité de croissance matérielle. Cette continuité de croissance matérielle va nous aider à garder la stabilité. Vous voyez le paradoxe. Imaginons l'inverse, c'est-à-dire une circonstance de stagnation économique qui aurait pour conséquence un risque de tension sociale où chacun non seulement reste à sa place, c'est-à-dire que de quoi avons-nous le droit en fonction, je mets des guillemets, d'une forme de caste, que, par exemple, caste sociale, qui n'a pas non plus le droit à des loisirs, de désirer plus de confort, plus de simplicité dans son existence. C'est-à-dire qu'on se trouve pris dans une sorte de piège de l'innovation qui nous est tendue, innovation apportant confort et simplicité, qui en a le droit?
Peut-être que c'est justement à ce niveau-là que se joue une difficulté que nous rencontrons avec l'innovation, parce que celle-ci ne cesse de nous apporter de l'intérêt. Des intérêts que le système capitaliste, évidemment, a bien vu venir, en disant que je peux maintenir ce système-là dès lors que des innovations vont venir. Il ne s'agit pas de prendre un quelconque risque de s'en échapper, ce qui, d'une manière un peu paradoxale, est assez rigolote, si on peut le dire comme ça, puisque il s'agit de se dire que c'est avant tout être en mesure de prendre des risques. Innover, c'est prendre des risques. L'innovation est intimement liée, vous le savez, à l'échec, à l'incertitude, si ce n'est que le risque n'est pas pris pour elle-même. C'est-à-dire que nous n'innovons pas pour l'innovation, et nous stagnons dans l'innovation. C'est-à-dire que nous stabilisons l'innovation pour demeurer comme telle. La stagnation ou la stabilisation est justement de continuer à innover. C'est-à-dire que, pour le reformuler, nous passons notre existence à innover pour ne pas prendre le risque d'innover, qui serait d'arriver dans une stabilisation ou dans une stagnation. En l'espèce, évidemment, ce serait ne pas innover. Sans vouloir nous plonger dans un abysse, ce serait évidemment innover une nouvelle fois. Notre histoire est toujours faite de cette relation au risque. Est-ce que je prends ou pas ce risque-là ? Nous prenons certains risques pour éviter un nouveau risque. Peut-être un plus grand, peut-être un plus important, mais qui n'en est pas moins un autre risque. Quel risque je prends, d'une certaine manière, à changer le système dans lequel je suis, puisqu'il apporte cette stabilité économique, mais sociale, des gouvernants comme des gouvernés. C'est donc préserver une économie innovante dans le risque d'être dans une économie qui ne soit plus porteuse de création, de croissance, de simplicité, de confort accru. Et cela sans parfois interroger une perspective moyen-long terme, parfois salvatrice, ou qui doit à minima nous interroger. Pour le dire autrement, avec l'exemple que j'avais pris la séance précédente, le risque est-il de mourir de faim, affamé par le manque de céréales, grignoté par les insectes, ou de mourir d'un cancer dû aux pesticides ? La question est toujours dans cette balance de risque. Je voudrais continuer cette notion de risque parce qu'elle est particulièrement importante pour nous. Ce risque, j'ai commencé à l'aborder la fois précédente, vous savez, quand j'ai cité notamment le grimpeur, Alex Honnold, lorsqu'il a grimpé la façade à Yosemite, et qui vient nous apprendre quelque chose sur cette relation à l'innovation. Le risque vient de l'italien risco, qui a évolué dans un latin médiéval riscus, qui dérive du grec ancien qui signifie racine ou écueil. Dans le contexte maritime, risa, ça signifiait un écueil, une roche sous-marine, contre laquelle on risquait de s'échouer. D'emblée, nous pourrions nous demander si une absence d'innovation, c'est-à-dire si nous arrêtions d'innover, nous effraie par peur d'échouer. D'échouer au sens étymologique du mot risque. Risquer, risa, si jamais je prends ça, je risque de m'échouer, mais m'échouer à quoi, finalement ? La perte économique ? La perte du pouvoir ? Est-ce que c'est un risque pour l'évolution de l'humanité ? Cette notion d'obstacle, avec risa ou de danger caché, aurait évolué ensuite pour, globalement, évoquer un danger ou une situation incertaine. Et il arrive dans le vocabulaire français au Moyen-Âge, en particulier dans le contexte évidemment maritime, des assurances, pour désigner des aléas auxquels étaient exposées les marchandises en mer. Progressivement, on parle aujourd'hui de risque comme de possibilité de danger ou de perte. Je rentre encore plus dans le détail. Celui qui fait prendre des risques pour Derrida, c'est le philosophe. Il le dit en ces termes, je cite Derrida, « Le philosophe est celui qui fait courir des risques. » Et il évoque ce concept de risque, Derrida, dans le cadre de sa grande philosophie de déconstruction, notamment lorsqu'il met ça en perspective avec la notion de décision. Je cite ici Derrida, « L'instant de la décision est une folie. » L'instant de la décision est une folie. En fait,
il reprend ici une formule de Kierkegaard, qui apparaît dans l'œuvre de Derrida, dans son article célèbre « Un cogito et histoire de la folie » en 1964. C'est que pour Derrida, chaque décision authentique implique une prise de risque, car elle suppose de s'engager dans une situation incertaine, sans savoir à l'avance ce qui est juste ou ce qui est correct. Dans notre cas, ici, je reviens sur mon point, rien ne nous dit s'il est juste ou correct de vivre avec ou sans le capitalisme. Mais dans le doute, on entretient le capitalisme. Cette notion de risque dans laquelle on pourrait se trouver est liée à la responsabilité éthique de faire des choix, mais qui sont des choix sans garantie. Ce que ne semble pas aimer l'homme, l'individu, c'est justement l'indécision. C'est l'incertain. C'est l'incapacité à attendre, à ne pas savoir. En conséquence, puisqu'on est pris entre plusieurs feux, alors on va essayer de décider. Je cite de nouveau Derrida. « L'indécidable reste pris, logé comme un fantôme, dans toute décision. Sa fantomaticité déconstruit de l'intérieur toute assurance de présence, toute certitude ou toute prétendue critériologie nous assurant de la justice d'une décision. » Pour ne pas tomber dans le piège de l'indécidable, alors on ne peut que redouter cette question vertigineuse. Que va-t-on devenir si je prends un risque? Alors, on décide, même si cet instant-là est un instant de folie. Incertain est indécidable par nature. L'innovation est incertaine, l'innovation est donc indécidable. Sauf qu'on le fait, puisqu'on a des innovations. C'est-à-dire que de l'indécidable, nous prenons quand même la décision de faire. Mais on le fait alors, si vous me suivez bien, on le fait dans un geste de folie. On le fait dans un geste de folie, pour reprendre la phrase de Kierkegaard et de Derrida. L'indécibilité serait, comme le dit Derrida, le mouvement même de la déconstruction. Le mouvement même de la déconstruction pour l'innovation est ainsi que nous pouvons nous réapproprier, je cite encore Derrida, la seule façon de faire, c'est de questionner la question. C'est de questionner la question. Ainsi, quand l'innovation nous interpelle, comment pourrions-nous faire mieux pour pouvoir innover? Il s'agit peut-être de questionner la question sur sa pertinence, sur sa validité. L'innovation nous interpelle sur, je reprends l'exemple très clair, comment supprimer les parasites sur les céréales? Il s'agit de questionner la question sur ce dont nous avons besoin, car nous savons que les pesticides n'ont pas eu de simple enjeu de permettre de récolter, mais par exemple de fabriquer une agriculture intensive. Nous avons, de la même manière, à nous demander pourquoi le capitalisme. Et c'est peut-être le progrès qui est questionné, on avait déjà abordé cette question-là. Il nous faut questionner la question, pourquoi pas le progrès plutôt que le capitalisme? Pourquoi pas l'invention plutôt que l'innovation? Quand l'innovation nous interpelle sur comment faire, il faut questionner avec le pourquoi faire. C'est-à-dire être en mesure de rester dans l'incertain qui dérange, dans l'indécidable qui permet de suspendre le pourquoi nous faisons ce que nous faisons, mais qui nous projette évidemment dans un vertige et dans un abysse dans lequel nous sommes plutôt inconfortables. Nous n'avons, évidemment, l'idée c'est pas de faire une déconstruction d'innovation ici, mais c'est important de parler de cette notion de risque, parce que dans l'étymologie que nous avons précisée, il y a la notion de risque caché, de danger caché, et qui a pour conséquence d'engager la prudence et qui va à l'encontre de la décision. La prudence et la décision ne vont pas ensemble d'une certaine manière. D'une certaine manière, je vais expliquer pourquoi. Et cet ensemble de décisions qui fait un élan de folie selon Kierkegaard, selon Derrida, la prudence, c'est l'inverse. La prudence, c'est l'antifolie. La prudence, c'est l'antifolie. C'est l'arme face au risque par la suspension. Cette prudence n'est pas tout à fait l'ami de l'innovation, c'est peut-être même son ennemi. Car l'innovation rêverait de ne pas être prudente face au risque
aux incertitudes, et bien souvent, elle court le risque, elle prend le risque en dépit de toute prudence réclamée, l'innovation. Et c'est cette situation dans laquelle le capitalisme se trouve, car lui aussi, comme son complice l'innovation, est dénué de prudence. C'est pourquoi on peut s'interroger sur cette notion de prudence avec les Grecs. La prudence, chez les Grecs, elle est dite phronésis. C'est la phronésis, ce fameux terme connu, qui signifie prudence, mais la phronésis, c'est aussi une sagesse pratique qui trouve une particularité, c'est que la phronésis est utilisée dans l'action. C'est-à-dire que c'est par rapport à quelque chose que l'on fait. Je le dis parce que c'est important, XIIIe siècle, le latin s'appelle prudentia, prolonge la pensée grecque, signifiant que celle-ci est autour de la prévoyance, la prévision, la compétence ou la sagesse. La prudence va avoir certains corollaires, on s'arrêtera sur l'un d'entre eux. Tempérance, modération. C'est une disposition, la prudence, qui se cultive à l'aide de la réflexion, portée aux conséquences de nos actes. C'est prendre ces dispositions pour éviter des fautes, des erreurs, des dangers, pour faire en sorte de ne pas avoir de dommages. On va prendre un peu de prudence, si l'on peut dire. Cette prudence-là, c'est une vertu qui est centrale chez Aristote, car elle permet de vaincre les mauvaises habitudes, les éclats de passion, et même les excès de vertu, car il ne s'agirait pas d'être dépendant, d'être dans la passion de la vertu. La prudence est une vertu intellectuelle qui permet de délibérer sur ce qu'il convient de faire, en fonction de ce qui est jugé bon ou mauvais, nous dit Aristote. Et ce premier mot d'ordre sonne comme une indication. La prudence, c'est d'être en mesure de formuler par la raison ce qui peut être bon ou mauvais. Dans les lois, Platon nous dit que dans l'ordre des biens divins, le premier, c'est la prudence. C'est le premier enseignement que l'on doit connaître. Et cette disposition est finalement un fil conducteur de la pensée du philosophe en permanence, qui veille à la prudence. Je pense ici à Épicure, dans sa lettre à Ménécée, qui souligne à son tour que de la prudence viennent toutes les autres vertus, car c'est ce qui permet de travailler son raisonnement, sa maturité, son bon sens, nous indiquent aussi les stoïciens, je vais l'expliquer un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, le plus grand des biens, c'est la prudence, même au-dessus de la philosophie, si l'on peut dire, puisqu'elle est faite pour être source de toutes les vertus. En nous enseignant qu'il n'y a pas de moyen de vivre agréablement si l'on ne vit pas avec prudence, honnêteté et justice, il est impossible de vivre agréablement. Les vertus, en effet, ne sont que des suites naturelles de la vie agréable. Je suis toujours avec les lois de Platon, qui, à son tour, la vie agréable ne saurait se réaliser en elle-même et à part des vertus. Ce que je formule ici avec vous, c'est une sorte de dénonciation de notre manque de prudence, de la phronésis. Car nous savons utiliser la prudence dans une perspective qui ne relève pas de la sagesse, mais de la protection. C'est-à-dire que nous avons détourné la notion, la compréhension de la prudence de son caractère sage à son caractère de protection. Je l'explique. Dans le langage courant, nous disons qu'il est prudent de mettre, par exemple, sa ceinture de sécurité, par exemple. On qualifie quelqu'un de prudent parce qu'il va mettre un casque sur son vélo. Si cela provient de la sagesse, cela n'a pas son sens veillant à la vertu. En conséquence, nous pouvons nous interroger si le mot prudence, dans son acception originelle, est toujours utilisé. Je reformule. On pourrait très bien dire de quelqu'un qu'il est prudent à propos de son innovation, car il ne sait pas comment réagir, comment le marché va réagir, ses concurrents, ses clients, la législation, la production. Dès lors, si la prudence est probablement le mot important au sens grec du terme, il a ses limites dans ses usages et désormais une sorte de mésusage. C'est pourquoi, dans les corollaires de la prudence, il y a cette notion de tempérance. Et la tempérance est une des vertus cardinales moins utilisées. Dans le langage courant, on utilise le mot prudence, mais comme je l'ai dit, dans un mésusage, alors que la notion de tempérance est probablement moins utilisée, et peut-être une sorte de clé ici.
La tempérance, c'est la modération et la mesure, la retenue. Mais c'est aussi, et c'est important pour notre propos, la sobriété. Et si la prudence est la mère des vertus, pourrions-nous dire chez les philosophes antiques, plus particulièrement chez les stoïciens, c'est la tempérance. La tempérance fait partie des 4 vertus cardinales des stoïciens. C'est à la fois la sagesse, le courage et la justice. Courage, justice, sagesse vont avec la tempérance. Et cette tempérance est ce qui doit conduire nos actions, notre formation, notre attitude. Ça, c'est ce que nous dit Platon, qui évolue face à la notion de prudence. Et il dit que pour être un bon citoyen, il faut toujours 2 éléments. Il faut du courage, vous verrez qu'on en aura besoin, le courage, l'andreia en grec, et la sophrosune, qui est la tempérance. Le point important de la tempérance, c'est l'équilibre. Le point important de la tempérance, c'est l'équilibre. Et Platon nous donne un exemple d'équilibre. Il faut que je le cite, il faut que le mathématicien ou quiconque pratique un exercice intellectuel exigeant donne aussi en compensation des mouvements à son corps, en s'adonnant à la gymnastique. Et il faut à l'inverse que celui qui façonne son corps avec soin donne en compensation des mouvements à son âme, en pratiquant la musique et tout ce qui relève de la philosophie, s'il veut être qualifié à juste titre de beau et de bon. La tempérance est une question d'équilibre. Toujours chercher comment compenser l'état dans lequel on est. Là, c'est l'exemple avec le corps et l'intellect que je prends, mais qui nous sera utile ensuite. Donc, c'est peut-être plus la tempérance qui nous intéresse ici que la prudence. Et il s'agirait donc de faire preuve, dans une perspective par exemple de sobriété, qui n'est en rien une interdiction, rien une suppression, on a déjà discuté de cela, mais plutôt un équilibre, une modération. Il est intéressant que Platon associe tempérance avec un autre terme, comme les stoïciens vont faire d'ailleurs dans les vertus cardinales, qui est la notion de courage. Car à l'évidence, peut-on imaginer une tempérance sans courage ? Il y a dans la tempérance, au moins en première instance, un sentiment de renoncement. En ce qui nous concerne, la question du capitalisme, sur lequel je reviens, la question de son objet innovation, c'est à l'évidence une question de tempérance à partir du courage. C'est-à-dire que la tempérance devient possible si nous avons le courage de mettre en place cette tempérance. Je le dis autrement. Avec les questions que nous nous sommes posées, il ne s'agit pas donc de supprimer le capitalisme, qui aurait pour effet à la fois de supprimer les initiatives liées au progrès, supprimer également ce qui peut être intrinsèque, y compris dans le capitalisme primitif ou le proto-capitalisme. Donc, j'allais dire, allez supprimer cela, pas être facile, mais plutôt essayer de regarder ce que peut être une approche tempérante, c'est-à-dire équilibrée vis-à-vis de celui-ci. Toutefois, questionner de la sorte tant le capitalisme que l'innovation, qui résolvent les problématiques soulignées, par exemple, j'ai la paix sociale grâce à ça, j'ai du confort et de la simplicité, va réclamer l'andreia, qui est la notion de courage. Le courage de la tempérance, est-ce un courage de l'équilibre ? Pas forcément du renoncement. Est-ce un courage qui reprend la maîtrise de soi et non sa soumission ? Et cela est à mettre en perspective avec les autres vertus cardinales, comme nous l'avons dit chez les stoïciens, qu'il nous reste 2 à voir, la justice et la sagesse. Et c'est peut-être avec cela qu'il est intéressant de regarder. La sagesse, je ne la dévoile pas ici, puisqu'elle est évidemment sous-jacente à ce que je viens d'expliquer, mais la justice est intéressante ici. Cela est évidemment clé, puisque la question de la compatibilité entre capitalisme et justice est une problématique souvent fondamentale en philosophie sociale et politique. Comme on l'a dit, le capitalisme, fondé sur la propriété privée, le marché libre, la recherche du profit, la notion d'individualisme au sens américain, anglais du terme, est souvent critiqué, possiblement, pour son effet sur les inégalités qui sont générées. À ce titre, la tempérance, par le courage, pour une meilleure justice, semble être une riche harmonie. Et cette tempérance est clé, car de la même manière, le capitalisme peut être pourvoyeur de justice lui-même. Je cite ici Amartya Sen,
dans son développement comme liberté, qui reconnaît que le capitalisme permet la croissance économique, permet l'expansion des capacités des individus et leur réelle liberté d'agir. Il souligne que les économies de marché ont toujours joué un rôle clé dans la réduction de la pauvreté mondiale, l'amélioration des conditions de vie. Et donc, si la clé se trouve dans la tempérance, c'est parce que sur ce sujet, la pensée keynésienne et les modèles de l'État-providence cherchent à concilier aussi, d'une certaine manière, capitalisme et justice sociale. Dans ces pensées, on peut voir en effet une sorte de régulation des marchés, qu'on pourrait appeler équilibre, pour éviter les excès du capitalisme et garantir une redistribution plus équitable des richesses. Pour ça, je cite Nancy Fraser qui souligne l'importance dite d'une justice reconnaissante à partir d'un capitalisme réformé, auquel le capitalisme ne disparaît pas. Pour ça, on pourrait chercher des modèles alternatifs. C'est-à-dire des modèles alternatifs, il en existe déjà, je pense à quelques-uns que je vais citer auprès de vous. Le premier dit économie sociale et solidaire. Favorise les entreprises qui priorisent l'humain, l'environnement sur le profit. Ça peut être les coopératives, ça peut être les mutuelles par exemple. Ça peut être ce que l'on va appeler avec Marx le post-capitalisme. Paul Mason le cite ou Antonio Negri, dont l'essence du post-capitalisme est de réduire la dépendance à l'accumulation de capital et adopter les systèmes basés sur la collaboration, décentralisation, usage partagé. John Stuart Mill, avec l'idée, évidemment, de ce qu'il nomme l'État stationnaire, qui, si vous faites bien le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, la notion de stabilisation, comment est-ce que l'on pourrait faire, Stuart Mill propose cette idée d'État stationnaire qui désigne une société où la croissance économique cesse, mais où le progrès moral, intellectuel et social continue. Il le valorise, Stuart Mill, comme un idéal de sobriété, de justice, opposé à la quête infinie de richesse. C'est aussi, autre exemple de type alternatif, je pense à Castoriadis, qui va parler de socialisme participatif, qui cherche à combiner planification démocratique avec innovation et autogestion. Alors ça se traduit par des conseils, par des assemblées pour prendre des décisions économiques, sur l'eau par exemple, sur l'électricité, sur le transport, avec un secteur privé encadré et des principes éthiques stricts. Autre exemple connu, type un revenu universel couplé à une économie de base partagée, dont l'essence est de sécuriser les besoins fondamentaux pour tout, logement, santé, éducation, en permettant une plus grande liberté individuelle. Enfin, ce qu'on appelle le capitalisme régénératif, qui est particulièrement en vogue en ce moment, qui vise à dépasser le modèle extractif du capitalisme traditionnel en intégrant des principes de régénération écologique, sociale, économique. Mais tout ça nous pose un peu de problème. N'y a-t-il pas une sorte, encore une fois, d'illusion avec ces modèles alternatifs ? Le capitalisme régénératif, le revenu universel, l'un comme l'autre s'appuient sur l'existence du capitalisme. Le post-capitalisme, l'économie sociale et solidaire, ne sont pas moins des propositions dont le capitalisme reste un sous-jacent. Le post-capitalisme, par exemple, il reste attaché à des logiques capitalistes en ce qui concerne la production, la consommation et de possibles inégalités qui en découlent. S'il y a bien une réduction de l'exploitation traditionnelle du travail, de la rentabilité immédiate en tant que telle, il reste souvent ancré dans des structures où la production et les relations de pouvoir sont centralisées. Les grandes entreprises, même dans un cadre post-capitaliste, peuvent conserver une influence dominante sur les marchés, sur les politiques et des formes de hiérarchie et d'inégalité qui persistent. On parle beaucoup aussi de l'économie sociale et solidaire, bien qu'elle cherche, là encore, à redéfinir le rôle de l'économie au service de l'humain, elle reste prise dans des mécanismes économiques capitalistes fondés sur la croissance, notamment en ce qui concerne la dépendance à la rentabilité, la concurrence, la nécessité de s'inscrire dans des financements qui restent d'essence capitaliste. Autrement dit, cela ne constitue pas de rupture radicale avec les principes fondamentaux du capitalisme, même si elle cherche à les subvertir, en les orientant
vers des objectifs sociaux et environnementaux. En conséquence, nous pouvons nous demander si les logiques veillant à supprimer le capitalisme n'est pas surtout une façon de le modérer, ou d'aller chercher ce point d'équilibre simplement en tant que tel, l'adoucir, ou, et ce point est important pour arriver dans notre dernière partie, ou resituer le capitalisme à partir d'un contrat social, qui n'existe dans aucune des propositions, ni l'économie sociale et solidaire, ni les mutuelles, ni les associations, ni l'ensemble de ces organisations, de parler de contrat social qui ne semble pas exister ou alors oublié entre les organisations et leur écosystème. Et pourtant, c'est justement ce qui est proposé comme type de capitalisme modéré dès les années 50. Pour ça, je m'appuie sur un ouvrage fondamental sur le sujet des années 50, 1953, qui est l'ouvrage de Howard Bowen, The Corporate Social Responsibility of the Businessman. Il propose à ce moment-là une vision de la responsabilité des entreprises qui dépasse les considérations purement économiques et financières pour intégrer des dimensions sociales et éthiques. Changement de paradigme qui marque une rupture significative ici avec des conceptions antérieures, ou à ce moment-là plutôt, la responsabilité d'une entreprise était essentiellement envisagée sous l'angle de la maximisation du profit. Ce que fait Howard Bowen, c'est d'introduire l'idée de responsabilité sociale des entreprises avec deux principes fondamentaux. On parle beaucoup de responsabilité sociale des entreprises, mais c'est important de voir ce que, dès les années 50, dans ce contexte américain, il dit. 1. Le contrat social. Deuxièmement, l'éthique. Premier principe évoqué, le contrat social. Pour Bowen, le système des organisations dans un endroit capitaliste repose sur l'idée que l'existence d'une entreprise est conditionnée par la volonté des individus qui composent la société. Conditionnée par la volonté des individus qui composent la société. Cette perspective n'est pas sans nous rappeler évidemment le contrat social de Rousseau, ou également celui de John Locke. L'existence de l'autorité politique est justifiée par le consentement des gouvernés. C'est-à-dire que nous acceptons dans un contrat social entre gouvernés, appelons-les les citoyens, et l'entreprise qui arrive sur le marché, un contrat social se passe. De manière similaire, Bowen, à ce moment-là, suggère que les entreprises ne peuvent légitimement exister que parce qu'elles répondent aux besoins stricts et aux attentes de la société, et pas simplement les siennes, pas simplement celles des entreprises. Elles sont tenues bien sûr de respecter les lois, les normes qui en émanent, mais pas seulement. Il y a un contrat implicite, l'entreprise est moralement tenue de dépasser la simple conformité légale pour agir en fonction du bien commun. Par exemple, une entreprise qui respecte les lois fondamentales minimales mais qui sait et pourrait faire mieux pour réduire son empreinte carbone se trouve face à cette obligation de contrat social. Et ce contrat social-là est fondé sur le deuxième principe de Howard Bowen qui est l'éthique telle qu'il va la définir. L'éthique pour lui est compte tenu de l'influence extrêmement importante des entreprises sur la société, elles ont l'obligation, ce point-là est extrêmement important, elles ont l'obligation d'avoir un comportement exemplaire. Cette éthique de l'exemplarité ne concerne pas uniquement les actions internes de l'entreprise, mais s'étend à son rôle sur la sphère publique. L'entreprise a nécessité de devoir devenir un modèle, c'est-à-dire un vecteur de valeur qui transcende son seul intérêt économique. Autrement dit, je reformule, je passe un contrat social, moi, mes intérêts sont également les vôtres, et pour ça, je vous montre comment je suis exemplaire dans ce contrat social. L'éthique ici interroge la nature de l'influence morale des entreprises dans une société de plus en plus globalisée, puisque évidemment, les entreprises multinationales qui opèrent dans des contextes culturels, juridiques variés, doivent-elles se conformer aux normes éthiques les plus élevées, partout, ou est-ce qu'elles font en fonction des standards locaux ? L'exemple criant est évidemment
les entreprises du type Google qui opèrent en France et pourtant payent leurs impôts en Irlande. C'est un exemple de non-exemplarité, si l'on peut dire, ou un exemple de non-responsabilité, si l'on peut dire. Comment ? L'évasion fiscale. Donc cette dimension-là est évidemment clé, puisque cette organisation-là, elle est évidemment clé dans le fait de dire que cette entreprise-là va se dire opérant sur un marché, mais évidemment n'étant pas dans l'exemplarité telle qu'elle pourrait l'être, tout en bénéficiant évidemment des services publics possibles qui sont à destination de ceux qui travaillent chez Google, Amazon ou les autres en France en tant que tel. Autrement dit, on n'est plus dans l'exemplarité, on n'est pas non plus dans le contrat social possible. Owen souligne également que l'éthique de l'exemplarité est importante parce qu'elle souligne une sorte de courroie de transmission entre sphère privée et sphère publique, où elle exerce son influence. C'est-à-dire qu'il dit qu'on ne peut pas séparer les deux. Cette idée repose sur le constat que les actions et les décisions prises dans le cadre d'une entreprise privée ont des répercussions qui dépassent largement ce cadre, affectant la société dans son ensemble. Sauf que cela est évidemment, j'allais dire clé, mais complexe, lorsque par exemple, on va chercher à déconnecter, je dis vite, le manager quand il est en entreprise par rapport à sa vie privée. En fait, au lieu d'une déconnexion, on a une décorrélation entre les deux. Et en tant que manager, je ne pense pas aux incidences dans la vie privée que je peux avoir et réciproquement. C'est ce que Bowen dénonce en 1953. Quand on intègre le contrat social, l'éthique de l'exemplarité, dans sa conception de responsabilité, Howard Bowen nous questionne si le problème est le capitalisme ou le contrat social que nous avons avec les organisations. Est-ce que c'est l'absence de contrat social qui nous manque ou est-ce que c'est le capitalisme en tant que tel ? Le capitalisme n'existe pas en lui-même. Il est l'effet d'action dont la somme est appelée capitalisme. C'est un symptôme d'attitude, de comportement d'individus qui peuvent être à la recherche de profits, de biens, et revoir à nouveau frais le contrat social qui lie les personnes physiques et les personnes morales est peut-être cette nécessité première pour recouvrer un tissu de relations sociales où les attributs du capitalisme actuel, conflit, domination, exploitation, injustice, pourraient non pas disparaître, mais en tout cas s'estomper. Autrement dit, ce contrat social doit être le reflet d'une prise de conscience que les organisations ne sont pas des entités isolées qui agissent sur un marché, mais qui sont dans une cité. Ainsi, souligner le pouvoir qu'ont les organisations de façonner des normes éthiques de la société leur revient aussi dans un contrat social. Elles sont non seulement jugées sur leur performance économique, mais intégrer les valeurs nécessaires à la cohésion sociale. Cette dynamique crée finalement un espace de réflexion critique sur la manière dont les entreprises peuvent et doivent gérer leurs obligations économiques autant que leurs responsabilités pour contribuer au débat philosophique qui semble absent dès lors qu'on nomme cela, par exemple, contrat social. Ainsi, et ce sera mon dernier point pour ce soir, on pourrait imaginer une sorte de capitalisme sobre par l'innovation du contrat social, intégrant tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire donc ne plus rester dans les idées que l'on peut avoir et du capitalisme en tant que tel, j'allais dire du monde commun ou médiatique, mais comme on l'a noté ici, et le contrat social. Qu'est-ce que ça pourrait être un capitalisme sobre par l'innovation au sein du contrat social ? Évidemment, comme je viens de le dire, je maintiens le terme de contrat social en référence à Bowen comme en référence à Rousseau, pour qui le contrat social, c'est le principe de souveraineté du peuple. Tout à fait en lien avec Bowen, mais dans un contexte où, évidemment avec Rousseau, le terme en tant que tel, l'expression en tant que telle dans la société n'existe pas. Mais cela nous interpelle sur cette souveraineté. Cette souveraineté du peuple n'a-t-elle pas été confisquée par des enjeux capitalistes ou économiques ? Sachant que la difficulté que représente le capitalisme, ainsi que le contrat social, est que cela ne tient pas à une simple régulation en tant que telle.
mais plutôt à des attitudes. Si contrat social innovant il doit y avoir, cela tient à une refonte des rapports entre les individus, les institutions, le monde qu'ils habitent pour reformuler ce contrat social. Plusieurs axes. Le premier, l'éducation. L'émancipation, la liberté ne s'exprime pas dans l'accumulation de matériel, mais dans la capacité à le choisir avec discernement. C'est donc éduquer par la sobriété, libérer l'individu des contraintes aliénantes de la surconsommation. Je prends un exemple très caricatural, volontairement, mais que tout le monde connaît, qui est la célèbre campagne de publicité Patagonia, avec cette notion de ne pas acheter cette veste, mais plutôt la recycler, la réimaginer, la réinventer, la recycler. Ce point est sensible chez Rousseau si on met ce que je viens de dire comme exemple de Patagonia avec cette phrase de Rousseau. Le luxe corrompt à la fois le riche et le pauvre, l'un par la possession, l'autre par la convoitise. Je ne fais pas référence à l'ensemble des propriétés de réparation ou de recyclage que fait Patagonia, mais c'est intéressant de le mettre en perspective ici, même si tout un chacun, évidemment, a sa critique possible. Deuxième point avec Rousseau, je suis toujours dans la partie éducation. Cette possession chez Rousseau, je le cite, le premier, c'est extrêmement célèbre, hein, vous connaissez tous cette phrase, mais je la recite, le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, de misères et d'horreurs n'eût point été épargné au genre humain, celui qui, arrachant les pieux au comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur ». Cette notion d'éducation à cela, en parlant de possession ou de propriété, c'est probablement un des points d'équilibre ou d'inflexion d'équilibre permettant le contrat social. Qui possède quoi? Deuxièmement, un élément qui s'appelle, que l'on nomme ici, je le nomme un peu vite parce que j'y reviendrai plus tard, qui est la notion d'innovation soin ou d'innovation care. Ce n'est pas réduire l'innovation en un simple levier de croissance, autrement dit, le marchepied du capitalisme, qui est l'innovation, il n'y a pas de doute, on a essayé de le montrer ce soir, mais l'innovation a besoin de se muer en innovation soin, sur lequel on reviendra, mais je cherche simplement à le définir ici avec vous ce soir, qui repose sur une vision holistique où chaque avancée technologique ou organisationnelle doit être évaluée à l'aune de ses conséquences sur le tissu social, l'environnement ou les générations futures. Ce type d'innovation ne maximise pas le profit à court terme, mais s'inscrit dans une temporalité longue et logique de préservation. Troisièmement, pour repenser un contrat social, à partir d'une sobriété du capitalisme, c'est de regarder comment les institutions réduisent le peuple. Un axe déterminant. Cet axe est déterminant puisqu'il cherche à limiter la mainmise des institutions pour qu'elles ne produisent pas des sujets passifs, mais des agents autonomes, capables de réfléchir et d'agir selon les principes d'une société de sobriété. Souvenons-nous que Rousseau, à l'instar de Henri-David Thoreau, indiquait dans son contrat social que les gouvernements qui se conduisent le mieux sont ceux dont on parle le moins. Cela implique de nouveaux systèmes politiques, à l'image des communautés, et ça ce sera la fois prochaine où je regarderai en détail avec vous plusieurs types de communautés pour réinventer à partir de la sobriété d'autres modes de type innovants, mais je les cite ici de manière un peu rapide. Vous les connaissez probablement déjà entendu parler. Quand on cherche à favoriser les circuits courts, limiter les flux financiers, le système d'échange local qu'on appelle le SEL, le SCO dans le Pays Basque, le Sol Violette à Toulouse, Bristol Pound au Royaume-Uni ou les banques de temps, toutes ces initiatives sont déjà des premières initiatives qui cherchent à s'affranchir des institutions de possession pour avancer plutôt vers une société de communauté de partage. Et donc ici de contrat social. Ainsi, quand Rousseau affirme dans son célèbre préambule que l'homme naît libre et partout il est dans les fers, il exprime l'idée fondamentale que l'homme dans son état de nature est libre, mais que dans la société,
cette liberté est entravée par les structures sociales, les institutions, les lois oppressives. On est en 1762 quand il l'écrit, quand il affirme cela, et ce n'est peut-être pas moins vrai dans notre espace contemporain, si ce n'est que les fers sont peut-être tant le gouvernement parfois que les situations capitalistes. Autrement dit, il s'agit d'aller chercher une sorte de pacte de responsabilité mutuelle, où l'innovation se développe en réponse aux besoins réels et non fabriqués par l'idéologie de la croissance infinie, quand bien même cela risque d'être décidé dans un instant de folie. Ce contrat social de la sobriété innovante ne relève pas de l'utopie, même s'il faudra encore être en mesure d'évaluer ce qu'est une utopie, ce qu'on verra la fois prochaine, mais ces axes qui sont à la fois l'éducation possible au capitalisme sobre par un nouveau contrat social, la question du soin dès lors que j'innove, la question de la souveraineté du peuple, correspondent non pas à une disparition du capitalisme, que l'on a cherché à souligner, mais à le tempérer, le rendre sobre ou l'équilibrer, tel que j'ai essayé de le dire avec vous. Convaincu, comme nous l'avons dit, que le capitalisme en tant que tel n'existe pas, c'est simplement un certain nombre de symptômes qui vont former le capitalisme. Le capitalisme n'est pas l'ennemi de la sobriété, mais celle-ci, la sobriété, devient son outil de tempérance. Autrement dit, et pour conclure, l'histoire du capitalisme est indissociable de celle de l'innovation moderne, depuis les révolutions marchandes médiévales jusqu'aux dynamiques industrielles et néolibérales du XXe siècle. L'innovation, c'est le moteur principal de la croissance économique et sociale. Cependant, et je ne reviens pas dedans parce qu'on les a déjà décriées plusieurs fois, cela engendre des crises environnementales, sociales majeures. À mesure que l'innovation s'est intégrée dans la logique capitaliste, elle est devenue un levier, alors qu'elle ne l'était pas historiquement, on l'a déjà dit, elle devient un levier de consommation, de profit, perdant de vue sa fonction première, qui est de répondre aux besoins essentiels de l'évolution des individus, ce que l'on a nommé en grec la kénotomia. Face à ces dérives, il nous revient donc de penser ou de repenser le capitalisme et l'innovation à travers un autre prisme, celui de cette forme de sobriété, non pas une société avec une sobriété punitive, mais une sobriété émancipatrice, qui libère les individus de la surconsommation et recentrée sur l'essentiel. Dans cette perspective, on ne peut faire autrement, en tout cas c'est l'hypothèse que j'ai formulée avec vous ce soir, d'un nouveau contrat social, de la sobriété innovante, inspiré à la fois de Rousseau, de Bowen, en s'appuyant sur l'éducation, le soin et les institutions. Donc on pourrait conclure qu'il ne s'agit pas de supprimer le capitalisme ou l'innovation, mais d'essayer de les tempérer, les équilibrer par des valeurs de justice, de prudence, de tempérance, ces vertus que les philosophes antiques considéraient alors comme cardinales. Et c'est peut-être justement ces vertus que certaines sociétés ont veillé à faire ou ont cherché à faire, les sociétés utopiques, parfois qualifiées de marginales, parfois qualifiées de spirituelles ou de responsables, et c'est celle-ci très en détail que nous verrons pendant notre prochaine séance. Je vous remercie.